Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de la délivrance, qui a encore manifesté sa puissance dans la vie du frère Moïse en le délivrant du vol, banditisme, alcoolisme, braquage et de drogue. En effet, le frère Moïse était un ancien braqueur à main armée qui poignardait des gens, mais également un vendeur ou dealer de drogue. Il a été emprisonné à maintes reprises dû à ses nombreux délits dans la société. Fatigué de cette vie, décide de chercher sa délivrance à l'armée de prière et de délivrance Yaoundé-Cameroun par le canal de sa maman. Nous vous invitons à regarder son témoignage, car c'est l'histoire d'une vie transformée au moyen de la délivrance en Jésus-Christ. Soyez bénis. J'étais à la Silcam, mon père et ma mère s'étaient séparés. C'est là que tout le cauchemar a commencé. Même quand on partait à l'école, on rentrait de l'école, ce n'était plus de la même manière que quand tu vis avec ta mère. Parce que quand tu vis avec ta mère et quand tu vis avec Mara, ce n'est pas la même chose. Tout ce qui se passait dans la maison, même si ce n'était moi qui avais eu à faire, elle m'accusait que c'était moi qui avais eu à prendre les choses qui se perdaient à la maison. Elle m'accusait chaque fois que c'est moi qui voulais. La première fois que je pars au commissariat, c'était mon père, mon propre père lui-même qui m'a mené au commissariat pour 54 000 à l'âge. J'étais en classe du coup moi de 6e. J'avais 13 ans, c'est l'année scolaire, je ne suis plus allé à l'école. J'ai commencé à vagabonder au quartier, C'est comme ça que j'ai commencé à voir les amis au quartier. C'est comme ça que montait et descendait en fumant la cigarette. Ma mère ne connaissait pas que je fumais la cigarette. Mon grand frère ne connaissait pas que je fumais la cigarette. Personne ne connaissait que je fumais la cigarette. Je fumais la cigarette en cachette. Quand j'ai commencé à fumer le chanvre indien, mes bien-aimés, mes pensées ont changé parce que quand j'ai commencé à fumer le chanvre indien, je n'étais plus la même personne. C'est comme s'il y a une transformation à moi. Je suis devenu une autre personne. J'ai fait le genre de vie là même pendant 5 ans, 6 ans, oui, avant que je suis tombé en prison. Je suis tombé en prison quand je suis quitté à Yaoundé parce que j'ai fui un retour, parce qu'il était recherché à Yaoundé. J'avais fait un vol là qu'on me recherchait. Il me fallait d'abord quitter la ville pour partir dans mon village parce que pour fuir d'abord le retour. Parce que si on m'a crappé, je devais faire la prison. C'est comme ça que je suis parti au village. Même comme je pars comme ça au village, c'est qu'à pour mon centre de Pouma. Je n'ai même pas fait 2 semaines en même temps. On est venu m'accuser. On m'a condamné à ma 2e année, qu'on m'a condamné 3 ans de prison. J'ai fait 3 ans de prison. 3 ans de prison de 2012 en 2015. Je sors de prison en 2015. Quand je fini de vendre le chanvre en journée, la nuit je sors encore pour faire la parcours. Pas encore voler la nuit, pas encore agresser la nuit. Le matin je vends le chanvre, la nuit je pas agresser. Je ne sais pas quel esprit qui est entré dans moi. C'est comme ça que je soulève mon oreille, je retire ce couteau, je me dirige vers ce monsieur. C'est comme ça que je poignarde ce monsieur une fois. Je lui poignarde au niveau du ventre. J'ai enfoncé tout ce couteau dans son ventre. J'ai retiré. C'est comme ça que le sang jaillit dans ma chambre. Le sang jaillit dans toute ma chambre. C'est comme ça que directement quand j'ai retiré, la conscience est directement encore revenue directement à moi. Prenez soin de la maladie, prenez soin jusqu'à c'est fini comme vous voyez là bien aimé, jusqu'à ma main, jusqu'à aujourd'hui à cause de 2000, ma main est paralysée aujourd'hui, mais grâce à Dieu, je fais quand même les mouvements avec cette main. C'est comme ça bien aimé cette partie. En traversant le portail, en entrant même vers le portail, quand j'ai traversé le portail, c'est comme si un esprit qui était en moi bien aimé. C'est comme si un esprit qui était en moi, ça sortait et j'ai entré avec l'autre esprit. J'ai oublié de vous dire la partie. Je jeûne à sec, oui, le 2e jour je joue à sec. C'est là que le Seigneur change mon nom, il me donne le nom de Moïse. Et le jour là même, c'était même bon. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te rends grâce, je te dis merci pour ce précieux moment que tu as encore accordé pour ce témoignage. Je couvre ce témoignage dans ton sang et dans ton feu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, voici mon témoignage. J'étais à la Silcam, mon père et ma mère s'étaient séparés. C'est là que tout le cauchemar a commencé parce que, bien-aimé, quand ton père et ta mère se séparent, et
ton père prend une autre femme, ce n'est plus la même vie que tu vas mener. La deuxième femme de mon père est venue, elle a commencé à nous maltraiter. Même quand on partait à l'école, on rentrait de l'école, ce n'était plus de la même manière que quand tu vis avec ta mère. Parce que quand tu vis avec ta mère et quand tu vis avec Mara, que ce n'est pas la même chose. La deuxième femme de mon père qui était à la maison, elle a commencé à m'accuser de voleur. Tout ce qui s'est passé dans la maison, même si ce n'était moi qui avais eu à faire, elle m'accusait que c'était moi qui avais eu à prendre les choses qui se perdaient à la maison. Elle m'accusait chaque fois. En 6e, j'avais 13 ans, je suis rentré un jour de l'école. Elle est venue, elle m'a dit qu'elle avait ramassé 54 000 dans sa chambre, la langue de mon père. Et le jour-là, mon père était de garde, mon père n'était pas à la maison. Elle a commencé à me taper, elle a commencé à me taper, elle a commencé à me taper. Elle m'a déshabillé sans caleçon, que si tu n'avoues pas ici, là, que c'est toi qui as ramassé l'argent, je ne vais pas te laisser. Elle a appelé mon père au service. Mon père a quitté du service, il est venu à la maison. C'est comme ça qu'elle a expliqué l'histoire à mon père. C'est comme ça que mon père lui-même n'a pas voulu comprendre, parce que tout ce que sa femme disait, il écoutait seulement sa femme, il ne pouvait pas écouter, il n'écoutait pas ses enfants, parce que sa femme, c'était comme sa femme avait l'autorité sur lui. C'est comme ça que mon père me prend et m'amène au commissariat. La première fois que je pars au commissariat, c'était mon père, mon propre père lui-même qui m'a mené au commissariat pour 54 000. Il voit son collègue, il dit qu'on va me passer au balançoire. Ici là, s'il n'avoue pas que j'ai pris cet argent, on va me passer au balançoire. Avec la peur, la frustration, j'avais peur. J'ai une fois voulu, même comme s'il m'a fait dormir, il m'a fait dormir dans le bureau de son collègue. Le jour-là, j'ai dormi dans le bureau de son collègue. Le lendemain, il est venu me prendre, il m'a amené à la maison. Il m'a amené d'avoir la boulangerie pour me flatter, il m'a payé le gâteau, il m'a amené à la maison. Il m'a dit que non, mon fils, ça va, ceci, cela. Même comme ça, la maraque là ne voulait même plus de moi, que comme j'avais accepté, son plan avait reçu. C'est qu'elle voulait que je quitte de la maison. Et quand moi je suis rentré, elle dit que non, je ne reste plus à la maison. Je dois rentrer chez mon père, je dois rentrer chez ma mère à Yaoundé, parce que ma mère était à Yaoundé. Le temps là, mon père était à Foubo. C'est comme ça qu'il a payé le billet à l'agence. C'est comme ça que je suis venu sur Yaoundé. C'est quand je viens maintenant sur Yaoundé, j'ai abandonné l'école en classe de 6e, comme je précise bien. J'avais 13 ans. C'est comme ça que quand j'ai abandonné l'école, je suis arrivé chez mon grand-père, chez mon grand frère ici à Yaoundé. Il vivait dans une chambre. J'ai commencé à vivre avec mon grand-père. Le temps là, ma mère était au village. Ma mère n'était pas à la ville de Yaoundé. Je vivais avec mon grand frère dans une chambre. Et mon grand frère lui-même n'avait pas assez de moyens. Il s'est débrouillé, il partait ici, il s'est débrouillé dans son petit travail. Et j'ai resté à la maison. Et l'année scolaire, je ne suis plus allé à l'école. J'ai commencé à vagabonder au quartier. C'est comme ça qu'elle commençait à voir les amis au quartier. C'est comme ça qu'elle montait et descendait. Mon grand frère lui sort le matin, il rentre seulement le soir. Quand il rentre le soir, moi aussi, il est à la maison. Il ne sait pas ce qui s'est passé au courant de la journée, ce que j'ai eu à faire au courant de la journée au quartier. C'est comme ça que j'ai trouvé les enfants qui avaient abandonné l'école. C'est comme ça qu'on est entré dans le même groupe. C'est comme ça qu'elle a commencé à marcher dans le quartier. C'est comme ça l'année scolaire finie. L'année qui suivait, je ne suis pas toujours allé à l'école. C'est comme ça qu'il était toujours au quartier. Oui, j'avais maintenant 14 ans, 15 ans, j'ai commencé à fumer la cigarette. À l'âge de 15 ans, j'ai commencé à fumer la cigarette. J'ai commencé à fumer, monter, descendre, fumer la cigarette. C'est comme ça qu'il marchait dans tous les coins de Yaoundé, tous les quartiers de Yaoundé, fréquenté à tous les quartiers de Yaoundé. Je montais, je descendais en fumant la cigarette. Ma mère ne connaissait pas que je fumais la cigarette. Mon grand frère ne connaissait pas que je fumais la cigarette. Personne ne connaissait que je fumais la cigarette. Je fumais la cigarette en cachette. C'est comme ça alors, ça n'a pas duré, commencer à voler au quartier avec les amis. C'est comme ça que le vol est entré, parce que je ne faisais plus rien. Il n'y avait personne qui me contrôlait. Je n'avais pas un parent à côté de moi qui pouvait me gronder, qui pouvait me dire que non, ne fais pas tant, ne fais pas telle chose. C'est comme ça que je me suis lancé dans la rue. J'ai commencé à voler avec les amis. Je volais. Après, à l'âge de 17 ans, je suis entré dans la drogue. J'ai commencé à fumer le chanvre indien. Je fumais maintenant le chanvre indien. Et quand j'ai commencé à fumer le chanvre indien, mes bien-aimés,
mes pensées ont changé parce que quand j'ai commencé à fumer le chambre des James, je n'étais plus la même personne. C'est comme s'il y a une transformation à moi. Je suis devenu une autre personne à l'heure là. J'ai élevé le niveau du vol. Maintenant, je ne voulais plus le quartier. Je voulais maintenant que je me déplaçais, partais dans d'autres quartiers pour voler avec mes amis. On partait, on cassait même les portes des gens pour voler. On cassait, on agressait. On avait les heures pour sortir. On sait qu'à l'heure-ci, il y a les heures, vers peut-être 23 heures, on sait qu'à l'heure là, il y a le calme au dehors. À l'heure là, les gens dorment, ils sont rentrés dans leurs travaux, ils sont fatigués, ils ont besoin du repos. Mais c'est à l'heure là que nous on sort, on a appris la gourde, on croit qu'on est plus fort, on a le courage, on sort avec les couteaux, on a les couteaux sur nous, on sort maintenant, on dit qu'on part parcourir, que toute personne qu'on tamponne maintenant, on les tamise. Ça veut dire qu'on prend tout, même si c'est quoi qu'on couvre sur eux, on prend. Le jour qu'on ne prend pas sur les gens, on casse les maisons. On sait que la maison, on cible d'abord en journée, on cible les maisons qui sont un peu un genre, les maisons qui sont isolées, oui, les maisons isolées qu'on voit qu'ici là, on a vu, et peut-être ici il y a deux personnes qui restent là-bas, le voisin, peut-être il sort, il part à telle heure, il n'est pas souvent là, on sait qu'à l'heure si on peut opérer, les gens ne vont pas nous voir. C'était comme ça qu'on a commencé à faire les opérations dans tous les quartiers de Yaoundé. On partait opérer avec les amis. Après, quand je faisais les opérations, après, j'ai arrêté de dire que non, comme on était accro nombreux dans les groupes, et maintenant, je me suis saisi. Et maintenant, on est resté deux dans mon groupe. J'étais ici avec un frère du village. Maintenant, on a commencé à opérer deux. On part dans les boîtes de nuit, dans les synagogues, on peut soutire les téléphones, on soutire. Quand on finit de soutirer comme ça, quand on ressent que la drogue, on n'a plus de puissance parce que la drogue donne la force, ça donne le courage. Quand on ressent que ça ne fait plus effet dans notre corps, on reprend encore d'un coup, on se charge encore, ça veut dire qu'on fume encore, ça nous donne encore la force, on revient encore en forme. On fait comme si on dansait dans le cinéma ou dans la boîte de nuit, on fait comme si on dansait, en même temps on est en train de soutirer les porte-monnaies, les téléphones, en même temps on est en train de prendre. À une nuit comme ça, on se recouvre le soir avec les 10 téléphones, les 20 téléphones. Le matin, on se recouvre avec 20 téléphones comme ça, on vend même au prix de rien. On se recouvre avec les porte-monnaies des gens, différents porte-monnaies, on fouille les cartes d'identité, on jette, on fait les puces, on jette. C'est comme ça, j'ai fait le genre de vie là même pendant 5 ans, 6 ans, lui, avant que je suis tombé en prison. Je suis tombé en prison quand je suis quitté à Yaoundé parce que j'ai fui un retour, parce qu'il était recherché à Yaoundé. J'avais fait un vol là qu'on me recherchait. Il me fallait d'abord quitter la ville pour partir dans mon village parce que pour fuir d'abord le retour. Parce que si on m'a crappé, je devais faire la prison. C'est comme ça que je suis parti au village. Même comme je pars comme ça au village, c'est qu'à pour moi sans que de pour moi. Je n'ai même pas fait 2 semaines en même temps. On est venu m'accuser. C'est comme on dit que quand quelque chose te suit, ça va toujours t'atteindre. C'est comme ça, là les 2 semaines quand je suis arrivé au village, je ne m'étais même pas ressaisi. C'est comme ça qu'il tombe en prison. Il vient m'accuser que non, j'ai eu à l'agresser. Je voulais même la violer. C'est comme ça qu'il tombe en prison. C'est quelque chose qu'il n'avait pas eu à faire. Bien aimé, vous dites vrai, je n'avais pas eu à faire cela, mais j'avais eu à faire beaucoup de choses, on ne m'avait jamais arrêté. Mais l'autre là, je n'avais pas fait, mais on m'a attrapé, on est venu m'accuser inconsciemment. C'est comme ça qu'il part en prison, je m'en vais en prison. Je m'en vais au parquet, jugé d'instruction le jour-là, on me questionne. Tu as fait comment? C'est que la main si t'accuse d'avoir fait, tu reconnais. J'ai dit que non, je ne reconnais pas, personne ne pouvait croire à moi, personne ne pouvait croire à moi. On disait seulement que non, c'est toi qui avais eu à voler. C'est comme ça qu'on me défait en prison. Je reste comme prévenu pendant, on me donne une détention d'abord de 6 mois. Avant on devait m'appeler au parquet. J'ai d'abord fait 1 an de prévention. J'ai fait d'abord 1 an étant prévenu. Puis 1 an étant prévenu. C'est là que maintenant on a commencé à m'appeler au parquet. À la 2e année, on a commencé à m'appeler au parquet. Quand on m'appelait au parquet, l'audience, c'est quand on m'appelait pour me juger. On m'a jugé. Quand on m'appelait, on me questionnait, on me renvoyait après peut-être que crois-moi que je revenais encore au parquet. J'ai fait 2 ans
2 ans étant prévenu. On m'a condamné à ma deuxième année, qu'on m'a condamné 3 ans de prison. J'ai fait 3 ans de prison. 3 ans de prison de 2012 en 2015. Je sors de prison en 2015. Quand je sors de prison en 2015 à la prison principale de Dia, en 2015 je sors, je remonte encore à Yaoundé. Dans les premières semaines que je venais de sortir de prison, j'étais calme. Le mois qui suivait là, je me suis encore relancé dans la vie du dehors. J'ai commencé à vendre maintenant le chanvre. Je vendais maintenant le chanvre. Je vendais le chanvre à la maison familiale. Les amis venaient payer le chanvre à la maison. Je vendais le chanvre, je croyais qu'il était arrivé. Je me suffisais, personne ne me disait n'importe, personne ne me disait rien. Et le temps là, ma mère n'était plus au pays, ma mère était à partir au Cameroun, ma mère était à partir en France. Le temps là, je vivais à ma grande soeur, mon oncle. Personne ne prenait charge de moi, on connaissait que non, ça c'est un bandit, vient de sortir de prison. Personne, et moi-même je me croyais déjà que c'était arrivé, que personne ne pouvait rien me dire. Le temps là, je me sentais que non, comme je viens de sortir de prison, je connais tout, je suis accro arrivé ici là, dans une autre dimension de vie que ici la personne ne peut plus me parler, je connais tout, je sais tout, personne ne pouvait me parler, même ma grande soeur avait peur de me parler, même ma grande soeur, mon grand frère ne pouvait pas me parler, personne ne pouvait me, même mon oncle, personne ne pouvait me parler. J'avais ma chambre, je vendais mon chambre dans le camp familial, mes amis, tout le monde, les bandits venaient payer le chambre chez moi. Quand quelque chose se perdait, même au quartier, c'est chez moi qu'on vient même regarder que on a perdu tel, on a cassé telle maison là-bas aujourd'hui, on vient d'avoir demandé d'abord au ghetto parce que ma maison, ma chambre, j'avais transformé mon secteur en ghetto. J'ai vécu comme ça pendant encore 2 ans qu'elle venait de sortir de prison jusqu'en 2017. En 2017, j'ai commencé à prendre conscience que l'affaire si là, c'est même comment maintenant, je faisais mes choses seul maintenant. Je n'avais plus de groupe, je n'avais plus que je partais voler avec les gens. Maintenant, je faisais mes propres coups seuls. Maintenant, je faisais mes coups seuls. Je faisais mes coups seuls quand il pas voler où je fais mes choses, je faisais seul. C'est comme ça jusqu'à 2020. 2020 maintenant, 2020 j'ai eu encore une affaire grave. Je suis sorti avec une copine. Je suis sorti avec une copine. Elle avait invité sa copine. On était dans un cinac. On a fini de boire le jour là. On devait rentrer. Il était ivre. On devait rentrer à la maison. Il y avait un monsieur qui se posait à ma copine, qui voulait sortir avec ma copine. Moi-même étant ivre, je le connaissais. Mais je voyais ça comme... Je voyais ça bizarre devant mes yeux. C'est comme ça que moi, je rentrais avec ma copine et son ami à la maison. C'est comme ça que ce monsieur a commencé à me suivre derrière. Il me suivait. Mais moi, je marchais devant, il était derrière moi. J'ouvre mon portail pour entrer. Ce monsieur entre dans mon portail. J'ouvre ma chambre. Ce monsieur entre ici dans la chambre dans mon domicile où je devais partir dormir avec ma copine et son ami. Quand ce monsieur entre, je ne sais pas ce que ce monsieur cherchait. Quand il entre dans ma chambre, justement, parce que moi, j'avais mon long couteau, je mettais toujours ça en bas de mon oreiller où je dormais, mon couteau, mon long couteau, je mettais tout ça en bas de mon oreiller. C'est comme ça que dès qu'il est entré, il n'est même pas tardé, il ne sait pas comme un esprit, il ne sait pas quelque chose, il ne sait pas quel esprit qui est entré dans moi. C'est comme ça que je soulève mon oreille, je retire ce couteau, je me dirige vers ce monsieur. C'est comme ça que je poignarde ce monsieur une fois, je lui poignarde au niveau du ventre, j'enfonce tout ce couteau dans son ventre, je retire. C'est comme ça que le sang jaillit dans ma chambre, le sang jaillit dans toute ma chambre. C'est comme ça que directement quand j'ai retiré, la conscience est directement encore revenue directement à moi. J'ai commencé à regretter pourquoi j'ai eu à faire cela. J'ai commencé à regretter, la panique m'a pris, j'ai commencé à paniquer et j'ai fait comment, ça c'est quoi que je viens de faire. C'est comme ça que le sang était jailli. J'avais mon ami a commencé à suivre le sang, mon ami il est porté, il est parti nous mettre à côté de la route. Maintenant on tournait seulement à rond, même fuir, je ne parvenais pas à fuir, je tournais seulement à rond, j'étais comblé par ce sang. Je suis parti au ghetto où on fumait le char, je suis parti expliquer à mes amis que j'ai commis quelque chose de grave. Aujourd'hui à cette nuit, j'ai poignardé un monsieur, il est presque en train de mourir, je ne sais pas, donnez-moi un conseil, je dois faire comment. Mes amis eux-mêmes au ghetto, ils étaient dépassés, eux-mêmes ils étaient dépassés, ils ne savaient même pas quoi me dire. C'est comme ça que retourner vers
la maison maintenant parce que je retourne vers la maison et constate maintenant que le quartier a l'été. C'est comme ça qu'on me saisit. On m'a saisi avec mon ami. On dit que non, vous avez tué quelqu'un. Il faut qu'on vous amène au commissariat. C'est comme ça qu'on me prend. On m'amène au commissariat. On part là-bas au commissariat. Directement, quand j'arrive au commissariat, moi, j'avoue que non, c'est moi qui ai eu à poignarder ce monsieur. C'est moi qui l'ai poignardé. On nous a enfermés en cellule. Voilà, celui. La mère maintenant du monsieur, elle venait là commencer à pleurer que on a tué mon fils est mort. Et en que temps son fils n'était pas mort, son fils était à l'hôpital, mais il avait perdu conscience, il était en réanimation. Il a fait peut-être une semaine au coma, on croyait qu'il était déjà mort, une semaine au coma. Chaque jour sa mère venait pleurer au commissariat vers les policiers. Oh, mon fils est mort, nous-mêmes étant en cellule là-bas, mon cœur n'était pas à l'aise et nous voici qui a tué quelqu'un et je veux faire comment et ma vie est devenue comment et j'avais le regret là étant en prison. C'est comme ça 2 semaines plus tard, le monsieur s'est rétabli en prison, à l'hôpital, ça allait déjà un peu mieux. On l'a mis après, lui, parce qu'on avait fait 1 mois en cellule. Quand on attendait que ce monsieur s'établisse pour venir identifier la personne qui l'avait poignardé normalement, et quand ce monsieur est venu au commissariat le jour-là, il est venu, moi et mon ami, on s'est placé devant lui, il ne reconnaissait même pas la personne qui l'avait poignardé, mais quand moi j'avais avoué que c'était moi qui l'avais poignardé, le monsieur ne connaissait même pas, il était seulement là, il nous regardait seulement comme s'il ne connaissait même pas la personne qui l'avait poignardé. C'est comme ça que le monsieur est parti, on nous a encore remis en cellule. Quand on nous a encore remis en cellule, sa famille et sa soeur, la grande soeur de ce monsieur, a dit qu'elle ne devait pas laisser le dossier. Ma mère a proposé l'argent à la famille, que tout l'argent qu'ils avaient eu à dépenser pour l'opération, pour qu'il revienne à vie, tout l'argent qu'ils avaient eu à dépenser, il faut qu'on fasse une entente dans l'amiable. La famille a refusé l'entente dans l'amiable. La famille voulait seulement qu'on doit seulement descendre en prison. C'est comme ça qu'au commissariat, ils nous ont déféré pour le parquet. Au niveau du parquet, bien aimé peut dire que c'est dur parce que au niveau du commissariat, on avait proposé à la famille là plus de 1 500 000 de laisser le dossier, qu'on puisse sortir. La famille avait refusé. Mais au niveau du parquet, quand on arrive au parquet, quand on m'a appelé au niveau du parquet, le président du tribunal a demandé une caution pour me libérer. Il a demandé une caution de 100 000 et ma grande sœur était venue, elle a donné cette caution. Cette caution de 100 000, on m'a libéré le même jour. Et au niveau du parquet, le président du tribunal m'a dit que comme on est en train de te libérer, il faut quitter la ville. Parce que si tu ne quittes pas la ville, la famille de ce monsieur vont te tuer. Parce que comme je suis en train de te laisser, il faut quitter la ville. Je ne veux plus te voir à la ville. Si ton dossier revient encore entre mes mains ici là, tu vas partir en prison. Même si on te tue là-bas dehors, comme je suis en train de te laisser, ce n'est plus mon problème. Dès que le président du tribunal m'a dit cela, dès que je suis sorti, c'est comme ça que je suis quitté la ville de Yaoundé. Je suis parti à Limbe. Je suis parti à Limbe. J'ai fait 4 ans à Limbe par rapport à ce dossier parce qu'il était recherché à Yaoundé. Par rapport à ce que j'avais eu à faire, j'étais recherché. Je suis parti faire 4 ans à Limbe. Et 4 ans que j'ai passé à Limbe, je me suis ressaisi, j'étais à seul là-bas, mais je fumais seulement la bourgue. Je ne parvenais, je ne voulais plus. Je m'étais ressaisi, j'avais repris conscience. Je venais pour prendre seulement l'acte au village et reparti. Mais je me retrouve au village qui ne voulait même plus partir. Je suis resté au village une fois. J'ai tapé encore 1 an au village. J'ai commencé à faire même les champs au village là-bas. J'ai commencé à faire les champs, j'ai commencé à défricher la forêt. J'ai fait 1 hectare de plantain même là-bas au village. J'ai commencé. C'est comme ça que au village, j'ai décidé de venir fêter à Yaoundé chez ma grande soeur. Quand il rentre au village, le rythme que j'avais appris, parce que quand le temps qu'il fêtait ici à Yaoundé, je marchais encore, j'étais en train de marcher, je voyais encore les amis, j'étais là. Quand je suis encore retourné au village,
J'ai vu que non, il n'y a plus ma place au village. J'ai dit que non, il n'y a plus ma place au village. Il a pris ma main. Et directement, quand il dit comme ça, ma mère m'a dit que non, ta place n'est même pas au village, il faut retourner à Yaoundé. Ne reste plus au village, je veux plutôt voir rester au village. C'est comme ça qu'elle monte. Je viens vivre maintenant chez ma grande soeur à Yaoundé. Et quand je viens à Yaoundé, je n'ai même pas prévenu à ma grande soeur que je viens rester chez elle. Et quand j'arrive chez elle, elle-même, elle est très étonnée. Et je dis que moi, je suis venu, j'en ai marre de rester au village, il faut que je reste maintenant ici avec toi. Elle n'a pas, comme je suis son frère, elle n'a pas douté, elle m'a accepté chez elle bien. Elle vit avec son copain dans la même maison. Elle m'a accepté, commencé à vivre avec elle, mais je ne faisais rien toujours. Je montais, descendais. Le matin arrivé, je me lève, je m'en vais au ghetto, je fume. Moi, je fume. Il restait toute la journée au ghetto, je fume seulement le charme du matin jusqu'au soir. Elle croyait que quand elle sortait, elle partait travailler, mais je ne partais pas travailler. Le peuple de Dieu, je vais vous rappeler quelque chose que j'ai oublié en arrière. Un jour, je vivais dans une maison abandonnée. Je vivais avec les Centrafricains. J'avais abandonné ma maison pour vivre avec les Centrafricains. On ne m'avait pas chassé de la maison. Je vivais avec eux, on sortait souvent pour chercher l'emploi. Ça veut dire que les vieux fers, on cherchait les vieux fers dans la nuit. Les vieux fers, en même temps qu'on cherchait les vieux fers la nuit, on roulait ici. Un jour, je suis tombé malade, je suis resté, il ne sortait plus pour chercher les fers. Et les frères Centrafricains la partaient pour chercher les fers rentraient. Un jour, il est venu dormir à côté de moi. Il dormait à côté de moi. Un esprit est venu à moi. Je l'ai soutiré ses 2 mains la nuit. Il dormait. Il avait ses 2 mains dans sa bouche. Mais j'ai retiré ses 2 mains. Il n'a même pas senti à l'heure que j'avais retiré ses 2 mains. Il a pris ses 2 mains. Le matin, quand il se réveille, il me demande que frère, c'est toi qui as pris mes 2 mains. Parce qu'il avait bien les sentiments. Il connaissait que c'est moi. Il connaissait bien que c'était moi qui avais pris ses 2 mains. Mais j'ai nié tout. J'ai nié tout, j'ai nié jusqu'à que ce n'était jamais moi qui avais pris ces 2 mains. Et ces 2 mains étaient même le jour là dans ma bouche. Il a dit que si tu ne me donnes pas alors mes 2 mains, je vais te montrer. Je prenais ça comme les blagues, comme s'il jouait. Là, que tu vas me donner mes 2 mains, tu ne donnes pas mes 2 mains. Tout ce qu'il disait que ce n'était pas moi là, lui ne voulait même pas comprendre. Lui connaissait que c'était moi qui avais pris ces 2 mains. C'est comme ça que le gars, il prend la machette, il se dirige vers moi avec la machette. Et moi, il prend tout ça comme les blagues. Je reste là, j'attends qu'il vienne avec la machette. Parce qu'il connaissait qu'il ne pouvait pas avoir ce cœur de me couper pour 2 mains. C'est comme ça que le gars se dirige vers moi. Le gars soulève la machette. C'est comme ça qu'il arme la machette pour vouloir couper ma tête. Et quand il arme la machette, le premier sens me frappe une fois. C'est comme ça qu'il bloque. Je bloque la machette une fois. C'est comme ça que c'est comme ça bien aimé. C'est comme ça que ça fait ma main que vous êtes en train de voir comme ça. C'est comme ça que ma main, c'est comme ça que ma main s'écarte une fois. C'est comme ça qu'il me fend la main. Il me fend la machette avec la main. C'est comme ça que ma main, la peau se part d'un côté comme ça. Le sang commence à s'enjaillir partout. C'est comme ça qu'il veut encore soulever, même avec la main gauche que j'avais, je l'ai retenu. Les gens sont venus pour séparer. Les gens sont venus pour séparer. Le sang a commencé à jaillir. Lui-même, la conscience est venue. Il ne savait même pas quoi il avait fait. C'est comme ça qu'on m'a amené à l'hôpital. On a cousu ma main. Mais ma famille, personne de ma famille n'était même au courant que j'avais eu. Et où je restais et où on habitait, c'était 100 francs. De où je restais. Personne de ma famille, j'ai traversé tout ce moment, toute cette douleur seul. Avec toutes ces douleurs, ce moment, j'ai passé ça seul. La famille de ce monsieur prenait soin de moi. C'est fini, comme vous voyez là, bien aimé, jusqu'à ma main, jusqu'à aujourd'hui, à cause des 2 mains. À cause des 2 mains, ma main est paralysée aujourd'hui, mais grâce à Dieu, je fais quand même les mouvements avec cette main. Et ma mère, chaque jour, ma mère m'appelait, tu sais comment il faut partir prier. Et tu pries souvent, tu parles souvent à l'église. C'est la manque, non, il parle à l'église. Tu parles à l'église, il parle à l'église. Parce que ma mère elle-même, c'est une croyante. Elle ne baisse pas les bras dans la prière. Elle a beaucoup prié pour moi. Elle priait beaucoup. Elle intercédait beaucoup pour moi. C'est pour ça, chaque jour, elle prie. Elle me dit, tu es parti prier. J'ai dit non, je ne suis pas parti prier. Il montait toujours, partout au ghetto, il montait. Je fumais mon champ, je rentre. Jusqu'à hier, je voulais encore même commencer la vie du vol. Mais mon cœur pesait. Le temps là, mon cœur pesait déjà pour la vie du vol, là, mon cœur pesait.
de pouvoir ramasser la chose de quelqu'un. Mon cœur pesait le temps là, même comme ça. Maman a appelé ma grande soeur qu'elle a vu une église à APD. Il faut que ma grande soeur doit partir regarder l'église à APD. Parce que le temps là APD était vers Simancam. C'est comme ça que ma grande soeur se déplaçait pas à Simancam pour voir comment APD. Parce que ma mère l'avait envoyé qu'elle va regarder comment ça se passe là-bas. C'est comme ça que ma grande soeur arrive. Elle arrive à APD, elle voit comment ça se passe, tout, comment on l'avait accueilli, tout là-bas, je ne connais pas. Elle rentre maintenant, elle vient même le soir, je rentre tout du ghetto avant d'avoir fini mon chambre. Elle vient me demander comme tu es parti là-bas à APD aujourd'hui, comment ça s'est passé là-bas. Elle m'explique non, elle est arrivée, on l'a bien accueilli, ça s'est passé comme ça. Mais quand elle m'expliquait ça, ça entrait de l'autre côté, ça sortait comme ça. Moi, ça ne me disait même rien, je ne voulais même pas trop écouter ce qu'elle me disait là. Moi, j'étais même fatigué du charme, je suis parti moi dormir. Je programme parce que son copain avait un scooter, avait une moto. C'est comme ça qu'il programme que pour quitter sa maison, il faut que je fasse un forfait. C'est comme ça que j'ai calculé, parce que j'ai commencé à calculer. Parce que je ne connaissais pas mes calculs, j'ai commencé à calculer comment je devais faire pour prendre la moto là. Parce que chaque jour, quand je veux vouloir prendre la moto, c'est comme si son copain avait un sixième sens, parce que chaque jour, où il déposait les clés, il ne déposait plus les clés là, parce qu'il ne déposait plus les clés là, mais le jour qu'il a fait l'erreur, il a déposé les clés, il déposait sur les clés. Un matin comme ça, je me suis seulement levé, démarrer la moto là, avec les habits que j'avais, j'ai seulement porté la moto, je suis parti pour partir. Je suis parti vendre la moto, un prix de rien, un scooter de plus de 350 000 qu'il avait payé. Je suis parti vendre, c'est un prix de 80 000 pour la grogue, parce que pour taper le caillou, parce qu'on appelle ça la grogue forte, pour taper le caillou, on vend ça à 80 000, un prix de rien. À la grogue, on ne m'a même pas donné tout l'argent, on m'a donné 50 000 à main, les autres 30 000. J'ai pris la grogue avec, tapé la grogue avec sur place. Je suis parti, ma tête était, je ne connaissais même plus quoi faire. Je dis maintenant, il me faut rentrer au village maintenant parce que je n'ai plus rien à faire. Je ne peux plus rentrer chez ma grande sœur, elle a volé la moto. Je ne peux plus rentrer là-bas. Mieux, je rentre au village où j'étais d'abord. Je rentre au village. C'est comme ça que je rentre maintenant encore au village. Je rentre au village. Même au village, quand il rentre au village, même on ne m'a même plus bien accueilli. Ma maraque était toujours, même malgré qu'il avait agrandi, ma chambre n'était pas dehors. Quand j'arrive, je ouvre ma chambre, j'entre, elle me chasse. J'avais l'esprit, on m'avait rejeté même, on me chasse. Merde. Et je fuis même Yaoundé que vient même me cacher au village par rapport à cette situation. Même ici au village, on me chasse. Merde, je sais qu'il va aller où. Je n'ai même plus où aller. Même dans mon propre village, on me chasse. Mais je commence à me poser les questions. Même où je croyais qu'elle veut venir me cacher, je ne parviens pas à me cacher. On me chasse même dans ma propre maison de mon père. On me chasse, on me met dehors au niveau du village. Mais j'étais dépassé bien. On va dans une cabane dans le fond d'un village en brousse. Quand on peut même te tuer là-bas, on ne connaît même pas où tu es. C'est comme ça qu'elle commence à défricher. Même là-bas, je n'étais pas toujours à l'aise. Je travaille, je ne vois pas l'argent. Tout l'argent part dans la grogue. Ça part dans la grogue, dans les crédits, dans la boisson, les sachets. Tout l'argent que je travaille, je ne vois pas l'argent. Parce que tous les derniers temps-là, je ne comprenais plus comment ma vie partait. Je travaille bien dur, mais je ne vois pas l'argent. L'argent part dans les crédits. Pour avoir même 10 000 dans 10 000 que c'est mes propres 10 000, moi-même dans mes poches je ne pouvais pas avoir 10 000, mais je travaillais dur, mais je n'avais pas l'argent. L'argent part dans les crédits, et quand je sais qu'il y a les crédits, je sais que j'ai les crédits et l'argent, pour passer même à l'endroit là, je ne parviens pas à passer, parce que c'est que c'est fait le crédit, je ne veux plus rester avec rien. Maintenant je suis obligé de contourner, je ne peux plus passer à l'endroit où je dois le crédit. Je vais chercher un autre raccourci pour passer, pour que la dame où j'ai pris le crédit ne doit pas me voir. C'est comme ça. J'ai vu comme ça la vie de débauche, comme ça qu'ils sont avec les femmes du bon village, même les femmes mariées, c'est comme ça qu'ils boivent l'alcool. Je commence encore à vivre ce genre de vie. Après,
une conscience encore venue que non, il faut que je dois retourner. Parce qu'au côté de mon père, j'avais un mal de rester là, me dit que maman au côté de ma mère. Et on venait de faire un nouveau contrat. Et le nouveau contrat là, c'était l'argent qu'on m'a donné pour le nouveau contrat. Je voulais que quand j'attrape l'argent du nouveau contrat là, je dégage parce que n'avait déjà personne de mes collègues qu'on travaillait ensemble, ils ne connaissaient même pas mes plans parce que dès qu'on nous a donné l'argent, l'avance du premier contrat, et directement la même là, moi j'ai dégagé, je suis parti moi. Ils ont seulement constaté que non, moi je n'étais plus là. Je suis moi parti. Je suis parti maintenant du côté de ma mère, du côté. Et depuis ce temps, ma mère est en train de me chercher, ma grande soeur est en train de me chercher malgré le forfait de la moto que j'ai eu à faire, même si comme ça, elle ne cessait pas de chercher l'endroit où j'étais. C'est comme ça que ma mère me dit que non, comme c'est comme ça, retourne à Yaoundé, tu vas partir, je vais t'envoyer le numéro du prophète David. Tu vas partir maintenant, quand tu quittes le village, je vais t'envoyer l'argent. Tu pars chez le prophète David, tu pars suivre une délivrance parce qu'il te faut une délivrance. Parce que la vie que tu mènes là, ce n'est pas une bonne vie, il te faut une délivrance. C'est comme ça que ma mère m'envoie le numéro du prophète David étant au village avec l'argent du transport. C'est comme ça que je paye le transport. Je voyageais bien. Je voyageais bien, j'arrivais bien à Yaoundé. Dès que j'arrivais bien à Yaoundé, je m'en vais toujours d'abord au ghetto. Je fume encore la bourre. Je bois les fighters. Le jour là, ma tête commence encore à disjoncter. Je m'en vais me faire quoi? Où ma mère est en train de m'envoyer là, il va me faire quoi là-bas? Les mauvaises pensées sont venues quand j'ai pris la drogue là. Les mauvaises pensées se sont encore installées dans moi. Après, une pensée encore venue là, que pas d'abord où ta mère te dit. Parce qu'à l'heure là, tu n'as même pas où aller. Tu vas dormir dans la rue, tu n'as pas où aller. Pas d'abord où ta mère te dit. C'est comme ça que j'arrive au terminus du moment. J'appelle le prophète David. Il part, il me dépose à un critère rouge. J'arrive en critère rouge. Quand j'arrive en critère rouge, je dis que non. Quand j'arrive en critère rouge, je descends. Quand il descend, je dis merci. Merci Seigneur, je suis en critère rouge. Je pars d'abord, j'allume un bâton de cigarette. D'abord, je fume. Fini d'abord de fumer d'abord le bâton de cigarette là. Il m'envoie colbe, j'appelle maintenant le prophète David. Je dis maintenant que non. Je suis maintenant en critère rouge. Comme ça, en critère rouge, je fais comment pour arriver au camp de prière. Il me dit de prendre la moto, de dire chez Ferrin Djomo. C'est comme ça que j'ai dit que j'ai compris. J'ai encore allumé un bâton de cigarette parce que c'est comme si je connaissais où j'étais en train de partir. J'ai d'abord encore allumé un bâton de cigarette. J'ai fumé vite. J'ai fumé. Et je n'avais bien aimé, je n'avais même plus 5 francs dans mes poches. J'ai pris la moto parce que si elle disait au motoman que je prenais le motoman pour lui dire qu'on va lui payer à destination, il ne devait pas me porter, seulement ici courir le risque comme ça. J'ai pris le motoman, il m'a amené, il est venu me déposer ici à la chefferie Djomo. Et le prophète David avait mis les sœurs et les servantes qui m'attendaient quand je suis descendu de la moto. Les personnes qui partent même me renseigner où vous connaissez un camp de prière ici, c'était chez les sœurs là. Il me dit que non, c'est toi qu'on est même en train d'attendre. C'est comme ça que je me dirige une fois vers le camp de prière. C'est comme ça que je descends, j'arrive au camp de prière. Quand, en traversant le portail, en entrant même vers le portail, quand j'ai traversé le portail, c'est comme si un esprit qui était en moi bien aimé, c'est comme si un esprit qui était en moi, ça sortait et j'ai entré avec l'autre esprit. J'ai oublié de vous dire la partie là, parce que quand j'ai traversé le portail du jour là, c'est comme si un esprit sortait en moi et j'entrais avec un autre esprit. Et c'est comme ça que je suis ancré. Et quand je suis ancré, je suis venu, comme je vous ai dit à la suite, j'ai eu à causer avec le prophète David. C'est comme ça que j'ai fini. Quand il m'a dit que non, tu es un serviteur de l'Éternel. Quand il m'a dit ça, il m'a pris ça comme ça. Parce que, bien aimé, vraiment, quand je venais d'arriver, je n'avais pas ça en tête. Je ne venais même pas. Je venais pour ma délivrance, mais je ne venais pas pour rester bien aimé. Je ne venais pas pour rester. Je venais pour ma délivrance. Que après ma délivrance, moi, je devais moi partir. C'est comme ça que c'était en soirée qui était arrivé, ils étaient vers les 18h parce que la prière s'est passée à 19h et c'était à l'heure de la prière. J'ai assisté à la prière de 19h. Parce qu'avant d'arriver, même mes idées étaient que quand on devait prier sur moi, je devais soit passer en cachette, soit pour fumer ma cigarette et revenir. C'est comme ça que c'était mes pensées avant d'entrer. Mais dès que je suis entré, tous mes pensées ont changé. Tous les données qui sont même arrivés dans le camp de prière avec
tout a changé. C'est comme ça que la semaine qui suivait, on m'a programmé 3 jeunes à sec. On m'a demandé que j'avais eu à jeûner. Je dit que non, mais j'avais eu à jeûner, mais pas le jeûne sec. C'était la première fois dans ma vie qu'on me donne le jeûne sec, 3 jours à jeûne sec. C'est comme ça qu'on m'a donné 3 jours à jeûne sec. J'ai pris les 3 jours à jeûne sec. On a commencé à prier sur moi. Le premier jour, je suis entré dans la salle de délivrance. On a commencé à prier à moi. Parce qu'on a commencé à prier. On a commencé à bombarder. La deuxième semaine, on m'a encore programmé 3 jours secs encore. On a toujours prié sur moi, on a toujours bombardé sur moi. Pendant les 3 jours à sec là, je n'ai pas toujours mangé. C'est comme ça. Et pendant la deuxième semaine, j'ai commencé à ressentir certaines choses. Quand on priait sur moi, je vomissais. Parfois l'envie, mon ventre me tournait. Je chiais la diarrhée. Après, comme ça, je venais demander au prophète que non. Chaque minute, quand on prie sur moi, j'ai envie de partir aux toilettes, j'ai la diarrhée. C'est quand j'expliquais souvent ça au prophète, me dit que non, c'est ta délivrance qui est en train de marcher, c'est ta délivrance qui est en train d'avancer comme ça. Et moi, je ne connaissais rien. Quand il m'expliquait comme ça, moi-même, je prenais seulement ici ça comme ça dans ma tête. Et la 3e semaine encore, toujours programmé. C'est comme ça qu'on m'a dit maintenant, c'est la vérification parce que bien aimé, ma délivrance est très allée vite et j'étais disposé, J'étais très disposé parce que l'esprit quand j'ai traversé le portail, l'esprit qui était en moi là, ça m'a mené à... J'étais une nouvelle personne déjà parce que moi-même je ressentais le changement dans moi et c'est comme ça qu'était disponible tout ce qu'on me disait, les soeurs me disaient fais comme ça, j'étais obéissant, je pesais, je lavais le sol, et quand la prière finit, je classe les chaises. La semaine prochaine que suivant, on m'a mis maintenant dans le remplissage. 3 jours à 7 jours pour le remplissage. On prie seulement le 3e jour parce que les 2 jours là, tu pries seulement, tu as ta Bible, tu pries. Il faut que tu dois être en connexion avec le Saint-Esprit, tu pries pendant les jours là. Tu es seulement comme ça qu'on est, tu pries. C'est comme ça que tu es seulement dans les prières. 3e jour, c'était un samedi. Il fallait maintenant que je devais casser le gène, on devait me faire mon remplissage maintenant pour faire la dernière confirmation totale de ma délivrance. Là, le remplissage pour que le Saint-Esprit vienne s'asseoir dans ma vie, me remplir. Le Saint-Esprit vient me remplir maintenant. C'est comme ça que le samedi, là, alors j'entre dans la salle pour qu'on me fait mon remplissage. C'est comme ça que mon remplissage se passe bien, à merveilleux. On me fait le remplissage, le Saint-Esprit rempli. Le Saint-Esprit se dépose à moi le jour-là, ça s'est bien passé et ressenti la présence de Dieu, une puissance est entrée le jour-là dans moi, une puissance que je n'avais jamais ressentie dans ma vie depuis que je suis né. J'ai ressenti une puissance descendre dans moi ce jour-là dans la salle de délivrance, bien aimé. Là, une puissance là était étonnant. C'est comme ça. Rien n'est impossible devant le Seigneur. Le Seigneur transforme. Il a transformé ma vie. Ça veut dire qu'il peut aussi transformer ta vie, bien aimé. Parce que le Seigneur a transformé. Maintenant, je vis je vis la parole de Dieu. Je vis la parole de Dieu et je vis la sanctification et ma famille est fière de moi. Ma mère est fière de moi maintenant, bien aimé. Et le Seigneur m'a pardonné, le Seigneur m'a fait devenir une nouvelle personne, le Seigneur m'a fait devenir son serviteur, le Seigneur m'a fait que je sois à son service, de lui servir maintenant, et le Seigneur m'a pardonné de tout ce que j'ai eu à faire, bien aimé.